Madame, Monsieur, grâce à votre mobilisation, TV Liberté va poursuivre son travail d'information. En 2018, vous avez mis vos idées à l'abri. Pour poursuivre notre progression et notre construction, ne relâchez pas votre effort. Adressez vos chèques de dons à l'ordre d'ASNA, ASNA, si la date qui figure sur ce chèque n'excède pas le 31 décembre 2017. Envoyez ce don à TV Liberté, boîte postale 400-35, boîte postale 400-35, 94 271, le Kremlin-Bicêtre, CEDEX. Bonjour, nous filons au cinéma tous les trois. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Anne. Et vos richesses tout de suite, à l'un et à l'autre. Vous voulez dire notre récolte de la semaine. Voilà. Alors moi j'ai une riche récolte, alors qui est riche en nombre, c'est-à-dire c'est une cuvée quantitative mais pas qualitative. Oui. C'est donc plutôt du Beaujolais nouveau que du Château d'Yquem. Oui. En l'occurrence, un bon film à voir en famille, plutôt pour les enfants, c'est Paddington 2. Alors Paddington 2, c'est la suite de Paddington 1. Paddington, c'est un petit ours très mignon qui vient du fin fond de l'Amérique du Sud, alors qui est tout à fait éduqué, etc. C'est un ours civilisé qui parle, qui a des interactions, etc. Et qui va avoir une famille d'adoption à Londres. Il y est toujours, et cette fois, on l'accuse à tort d'un vol qu'il n'a pas commis. Il se retrouve en prison. Ils vont devoir identifier le criminel. Enfin, c'est pas des films pour enfants. Enfin, si, parce que tout ça est très mignon. Enfin, la prison chez Paddington, ensuite il va leur faire la cuisine. Tous les prisonniers deviennent hyper gentils parce que lui leur apprend que dans sa famille, on lui a appris que la politesse pouvait résoudre tous les problèmes, etc. etc. Tout ça est très mignon, très léché, plein d'humour. En plus, alors avec des niveaux même de lecture assez différents. Évidemment, quand on est adulte, on ne voit pas les choses tout à fait de la même manière, mais c'est une ode avec un petit côté très british accentué. C'est une ode à la politesse, à la gentillesse, au service de son voisin. C'est vraiment très mignon, très touchant. Ça met de bonne humeur pendant une soirée d'hiver. Et on ne peut qu'évidemment inciter les gens à aller le voir en famille, parce qu'apprendre à ses enfants que la politesse peut vous faire sortir de tout et même vous faire passer, si jamais vous allez en prison à tort, de merveilleux mois d'attente avant, évidemment, d'être blanchi, vous comprenez bien que c'est quand même assez formidable. Et on s'en sort surtout grâce à une recette de marmelade à l'orange qui est capable de faire changer d'avis tous les plus grands méchants que la création ait jamais portés. Et moi, dans le même ordre d'idées, je suis allée voir Ernest et Célestine. 4 petits dessins animés pour enfants, extrêmement raffinés. L'ours et la souris, c'est cela? Oui, extrêmement. Et le premier, c'est un renard. Oui, l'ours et la souris. Et après, il y a un renard et une souris qui se lient d'amitié. À chaque fois, ce sont des choses très épurées, des dessins. Ce sont des dessinateurs du Nord, de l'Europe. Des dessins extrêmement épurés, magnifiques. C'est l'anti-film Walt Disney actuel, si vous voulez. Peu de choses. Et sont célébrés l'amitié, la fidélité et Noël, puisque le dernier... Et il est très efficace sur les enfants. J'ai été gonflée, j'ai emmené 3 petites filles de 4 ans, et 3 ans et demi et 2 ans, et elles ont accroché. Ça, c'est formidable. Alors moi, je vais plomber un petit peu l'ambiance. Je suis navré. Je n'ai pas vu grand-chose, moi, cette semaine. Mais si, tu as une richesse. J'ai une richesse, une pépite qui m'a vraiment fait flamber, si j'ose dire. C'est suffisant. C'est suffisant, mais voilà, je suis le mauvais élève aujourd'hui. Et je suis allé voir La promesse de l'aube. C'est bien. Je me rattrape un peu avec la fibre littéraire. C'est bien. J'en suis ressorti complètement claqué. Ça vous fiche une claque. S'il y a une phrase qui peut l'illustrer, si je puis me permettre, encore la littérature, c'est Balzac. Chaque suicide est un poème sublime de mélancolie. Dans la peau de chagrin, je crois, au début. Et c'est exactement cela. Et c'est absolument magnifique. J'ai vu 2 très très belles performances. Pierre Ninet est vraiment
très très bon et j'ai vraiment l'impression, dans tout ce que j'ai vu de lui pour l'instant, c'est vraiment pour l'instant le film le plus abouti, où il est le meilleur. Et Charlotte Gainsbourg, dans le rôle de la mère juive polonaise, enfin russe, qui est complètement tyrannique, mais en même temps extraordinairement touchante, c'est vraiment un très beau moment. C'est un film vraiment très froid, très bien filmé, bien desservi par tous les aspects techniques du cinéma français. Et donc vraiment, je vous invite tous à aller le voir, d'autant que j'ai vu que certains critiques avaient déjà commencé à le dézinguer. Oui, c'est curieux. Moi, j'ai vu, c'est quand même assez curieux. J'ai vu que la bande-annonce et j'ai trouvé que la chose était tout à fait spectaculaire. Il y a notamment dans la bande-annonce le moment, j'irai le voir, hein, où donc Charlotte Gainsbourg dit à son fils Pierre Ninet, il n'y a que 3 choses pour lesquelles on peut mourir, l'honneur, les femmes et la France. Les femmes, l'honneur et la France. Ou les femmes d'abord. Oui, rien que pour ça. Mais voilà pourquoi ça déplaît à la critique contemporaine. Mourir pour la France, pas du, c'est la France, qu'est-ce que c'est? Voilà, l'honneur, qu'est-ce que c'est? Les femmes, quand on est un homme, évidemment, ça ne plaît pas aujourd'hui. Voilà. Mais moi, vous avez parfaitement résumé. Tout à fait bonne et qui montre aussi que Pierre Ninet, on avait vu Pierre Ninet en Saint-Laurent qui était vraiment bon, très convaincant. Exactement. On avait vu Pierre Ninet dans L'Homme idéal, qui était un film vraiment formidable que j'ai revu récemment en DVD, dont on avait parlé l'année dernière. Et puis dans France. Et puis dans France, où il était très bon. Et là, à nouveau très bon. Et dans Odyssée alors, aussi. Il est de moins en moins beau, cela dit. C'était un peu un nouveau. C'est le jabot qui vous pose problème. Mais il a vraiment quelque chose. Il a quelque chose et il est très beau, oui. Et puis il faut lire le roman. Et il faut lire évidemment le très beau livre La promesse de l'aube, et dans lequel il y a cette phrase que j'aime beaucoup, l'amour d'une mère fait à un homme une promesse que la vie ne tiendra jamais. Un peu pessimiste, mais c'est extraordinairement pessimiste, d'autant que Romain Gary est mort en se suicidant, je pense. Donc pour ça que ça m'avait évoqué cette phrase de Balzac, mais tout à fait. En tout cas, c'est vraiment un film très réussi. Donc il vient de sortir. Rappeler le synopsis peut-être en 2 mots. Alors très rapidement, le film, là pour le coup, reste assez fidèle au livre. Il y avait une adaptation cinématographique que je n'ai pas vue en 71, je crois, que je n'ai pas vue, donc je ne peux pas en parler. Mais là, on reste assez proche du roman. Et donc, c'est toujours les éléments autobiographiques, mais qui sortent de l'autobiographie. Hein. On s'achemine vraiment vers la construction d'un auteur, et d'un auteur qui va être génial et qui est en même temps torturé. On commence au Mexique, et puis bon. Alors, ça suit une sorte, on va dire, une vie parallèle, hein, même si elle est quand même très fidèle, de Romain Gary. Donc de son enfance en Pologne ou à Vilnius, donc plutôt Lituanie, et pour s'acheminer ensuite sur toute son adolescence entre Nice et Paris. Donc il y a de très beaux plans, hein, vraiment extraordinaires, très justes à chaque fois pour tous les acteurs. Il n'y a pas un acteur qui sonne faux. Et donc très dur, hein, parce que cette femme, cette mère qui élève seule son fils, hein, le père, il n'en est jamais question dans le film, cette femme qui élève seule son fils avec une énergie foudroyante et en même temps qui le propulse, parce qu'elle le porte au nu, et le propulse dans l'abattement le plus total. Tu seras ambassadeur, mon fils. Tu seras ambassadeur, mon fils. Tu seras un auteur. Elle ne veut pas qu'il soit peintre, ça j'ai beaucoup aimé. Elle ne supporte pas les peintres parce que les peintres, ça se flingue. Ça se flingue et ça meurt de faim. Et alors que, bon, Romain Gary, lui, bon, voilà comment il a terminé. Mais c'est vraiment un très beau film. Merci d'être allé le voir si vite. Un troisième film très bon, c'est Tout, mais pas ça. Cette comédie italienne qui se donne, et c'est honteux, dans seulement 2 ou 3 cinémas à Paris, alors que c'est une excellente comédie pleine de finesse. D'abord, on a trafiqué le titre. C'est pas Tout, mais pas ça en italien, c'est Si Dieu veut. Oui, mais ça, ce qui est quand même un peu plus classe. Oui, non, mais enfin, les traducteurs, il faudrait peut-être quand même les mettre au parfum. Voilà, bon. Non, moi, je ne peux plus supporter ce pilonnage antichrétien, ça suffit. Donc, il faut les envoyer dans les cordes. Alors, c'est l'histoire d'un chirurgien romain, imbuvable, qui enquiquine toute sa famille, qui méprise tous les uns et les autres, qui tyrannise son assistante au bloc opératoire, à qui son fils annonce qu'il va se consacrer à Dieu. Et comme il est complètement athée, ça le perturbe.
il va remonter jusqu'au prêtre qui a provoqué cette décision. Alors, en réalité, le sujet, c'est l'intervention du divin dans la vie de ce chirurgien et de ses conséquences. Comment un athée peut-il accepter que son enfant se consacre à Dieu? Parce que beaucoup de familles catholiques ont du mal à accepter. Mais c'est bien plus que ça, parce que c'est pas uniquement accepter que son enfant, c'est la prise de conscience du divin dans la vie de cet homme et des transformations. C'est magnifique, c'est quelquefois très drôle, quelquefois très triste, on est en larmes. C'est vraiment très beau, et Gassman, le chirurgien, est génie, il joue merveilleusement. La mère est très belle, joue très très bien aussi, et le prêtre, le jeune homme est parfait, et le prêtre a un faux air du père Zanotti Zorkin, pour ceux qui connaissent, le prêtre qui a transformé une paroisse vide de Marseille en un lieu où des milliers de personnes se rendaient, comprendront ce que je veux dire. Donc allez voir ce film, c'est un très joli film. Voilà, autre... Alors, là, nous avons fait la belle boisson. Hein. Oui, mais c'est déjà bien, 3 films. Un peu moins riche, mais dont il faut, je pense, dire quelques mots. Mais très vite. Très rapidement. Vite. Le premier, c'est évidemment Le Crime de l'Orient Express, le nouvel opus qui vient de sortir avec notamment Johnny Depp. Alors Johnny Depp joue le mort, donc moyennant quoi il disparaît assez vite de l'écran. Alors je dois dire que j'en attendais beaucoup, parce qu'on avait en plus une bande-annonce extrêmement dynamique, avec évidemment un scénario que tout le monde connaît et dont on attendait quand même un petit renouveau depuis la dernière adaptation cinématographique qui datait de 1974. Malheureusement, plouf, serais-je tenté de dire, c'est-à-dire que ce qui faisait le charme de cette adaptation 74, c'était justement des acteurs de premier niveau, mais tous extrêmement crédibles, avec un vrai thriller psychologique. On était dans l'entre-deux en permanence. Là, il n'y a pas de suspense. Là, c'est-à-dire qu'on connaît le scénario, donc forcément le suspense est moindre. C'est assez dur de... Les acteurs sont assez peu crédibles dans leur ensemble. Il y a notamment... dans le scénario, le comte Andrény, qui est censé être un ambassadeur hongrois, là qui est une espèce de danseur, quand même diplomate, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui en gros casse la figure de tous ceux qui l'embêtent, ce qui est assez peu courant chez les diplomates, il faut bien le reconnaître d'une manière générale. Ils ne sont pas éduqués pour ça. En particulier des diplomates aristocrates hongrois des années 30. Oui, mais bon. Et puis surtout... Alors on a un Poirot qui est assez convaincant, visuellement, intellectuellement, etc. Bon, il y a des moments où il y a des scènes d'action, où Poirot se met à courir après un méchant sur un pont suspendu. On a un peu de mal à voir le lien avec le vrai Poirot. Et surtout, donc, du coup, on adhère assez peu, en fait. Ça ne fonctionne pas. À l'intrigue. Et il y a un moment qui, pour moi, est particulièrement, à la fois gênant et ridicule, c'est la fin, parce que nos téléspectateurs le savent. Poirot révèle systématiquement les fins mots de l'histoire à la fin. Comme dans tous les Agatha Christie. Maintenant, ça me fatigue. Enfin, c'est toujours la même scène, c'est toujours le... sauf que là, pas drôle. En fait, on sort les personnages du train pour les mettre sous le tunnel. Ouais. Il y a une grande table alignée. Ils sont tous, donc il y a les 12 coupables présumés sur cette table, avec la mère qui est l'instigatrice au milieu. Donc c'est une dimension hyper christique. C'est la scène, en quelque sorte. L'image est criante. Le fond noir, les tables en bois, les personnages... On ne comprend pas ce que ça vient faire là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on nous met la scène ici? L'obsession de l'auteur. Je dois dire que ça passe un petit peu à côté. Ils vont tous mourir aussi. Alors, les décors sont très bien, les costumes, etc. Il y a des moments où on filme les choses d'en haut. Notamment, on voit à plusieurs reprises en fait, les cabines du train, mais vues du plafond. Et là non plus, on ne comprend pas très bien pourquoi. Maxime, j'avais dit vite. Je pense qu'il faut... clairement se concentrer sur la version de 74, qui en plus nous permet d'économiser un billet de cinéma au prix actuel. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu stérile de refaire les mêmes films? Je ne vois pas l'intérêt. Quand un film a été très bien fait, les écrivains ne réécrivent pas le même livre. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, allez-y, c'est un débat. Non, là, on va faire un débat littéraire aujourd'hui, mais en l'occurrence, sur les films, on peut très bien refaire un film qui, même si le précédent a été très réussi et très bon, on peut très bien... Moi, je trouve que ça fait un peu... Quand c'est très riche, vous allez voir ce marche. Que je vais faire, où il y avait un très beau film, vous allez voir, moi je ferais mieux, je ne comprends pas bien c'est-à-dire que le si c'est vraiment psychologique. On peut s'attendre à ce que ce soit un grand succès, parce qu'on met des grands acteurs. Non, mais la démarche même de dire je veux faire mieux, comme dans une cour de récréation,
c'est déjà la preuve de... Ça peut être aussi une réinterprétation. Oui, en l'occurrence, c'est pareil pour la musique ou c'est pour raté. le tableau. Dans ces cas-là, pourquoi aurait-on autant de madones différentes et Ah oui, pourtant non, mais- c'est toujours le même sujet. Bon, Non, c'est non, en pas- l'occurrence- je suis pas d'accord avec vous. En Aucun l'occurrence, rapport, aucun rapport. je pense que Louis, va le voir, tu me diras ce que tu en as Oui, pensé. Moi, je suis effectivement, j'ai bien envie. très critique sur ce film. Deuxième film dont on a beaucoup parlé, c'est Bienvenue à Suburbicon, Oui. qui est un film avec Matt Damon. Alors pour une fois, Matt Damon ne joue pas le grand méchant super fort qui va tuer tout le monde. Bon, il tue tout le monde quand même, en tout cas il essaye, mais c'est plutôt une victime dans ce film. Alors Suburbicon, ça se passe dans les années 50-60, un village un peu idéal américain où tout va bien jusqu'à patatras, le moment où une famille noire américaine, afro-américaine devrait-on dire, s'installe comme voisin de Matt Damon et sa famille. Et là, tout s'enchaîne. Sa famille va être attaquée par une paire de malfrats, blancs, je vous rassure. La femme de Matt Damon va en mourir. Et ensuite se met en place toute l'intrigue. Donc, pendant peut-être la moitié du film, on cherche quel est le rapport entre la famille afro-américaine qui s'installe et l'attaque chez ce monsieur. En fait, il n'y en a pas. Voilà. Donc en fait, ça ne sert à rien. Simplement, on découvre petit à petit que c'est le père de famille qui a monté le coup pour en fait toucher l'argent de l'assurance. Le fils de famille va bien entendu s'en rendre compte jusqu'au moment où le père va presque en venir aux mains pour essayer de tuer son fils. Racontez pas Bref, tout ça, du coup, le scénario à l'origine aurait pu être assez amusant. Voilà, il y a un côté décor années 50. Bon, sauf que ça ne fonctionne clairement pas. On ne comprend pas pourquoi la famille afro-américaine est mêlée à ça, alors qu'en fait, ils y sont pour rien. Ce sont de parfaits braves gens. On a du mal à croire que ce père, qui est un peu un faiblard, ait pu monter un coup aussi bien organisé, qui en fait va très mal se terminer pour lui. Bon, ça n'est pas très mauvais. Mais disons qu'on peut attendre que ça passe à la télévision si vraiment Oui. on est confronté à un épisode de Joséphine Ange Gardien. Oui, bon alors moi sur effectivement les films à ne surtout pas aller voir, et là je le dis uniquement, sinon je n'en aurais pas parlé, mais parce qu'il en est beaucoup question, il y a tellement de marketing autour, c'est le tout dernier Star Wars, le Star Wars 8. Alors j'y suis allé plutôt confiant parce que bon, il y avait eu quand même des retours assez positifs et beaucoup de personnes m'en avaient parlé. Alors définitivement, n'écoutez plus les personnes qui interviennent au Masque et la Plume sur France Inter, c'est complètement n'importe quoi. Il l'avait plutôt bien vendu. J'ai perdu mon temps. Vous faites un mélange, vous mettez dans un shaker donc l'univers de Star Wars, Pocahontas et Mulan, vous rejetez tout et vous obtenez une daube. Voilà. Donc la recette de la daube qui pourtant est délicieuse, un plat délicieux. Et ben là pour le coup, surtout, enfin vraiment vous perdez votre temps. C'est un film vraiment, mais avec de l'humour, mais pipi caca presque. Enfin pour des enfants de 4-5 ans. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est si c'est pour enrichir Disney, autant acheter le DVD du Roi Lion. Oui, c'est déjà, on perdra moins son temps, On perdra moins son son argent. argent. Donc n'allez surtout pas le voir, allez plutôt voir La Promesse de l'eau. Alors maintenant, Alors moi, un dernier film Oui. dont j'aimerais dire un mot, c'est Jumanji. oui. Alors Jumanji 2, parce qu'il y avait eu le 1. Alors moi, le 1 m'avait beaucoup marqué quand j'étais adolescent parce que c'était vraiment un film assez formidable. Moi aussi. Je redis en 2 mots parce que je pense qu'on peut, pour le coup, revoir le 1, Ah oui. qui mérite largement le coup. C'est fou ce Alors que en fait, vous me tentez, c'est Maxime. l'image, c'est vraiment l'histoire d'une petite famille, un peu qui a donc quelques problèmes et qui s'installe dans une maison qui est plus ou moins prêtée, si ma mémoire est bonne. Et puis, donc, les enfants dans une ville où les enfants ne connaissent personne, il y a 2 enfants, un garçon et une fille, ils s'embêtent un peu, etc. Et en farfouillant dans cette maison qui était abandonnée depuis des années, ils vont trouver un jeu qui s'appelle Jumanji. Et donc, ils ouvrent le plateau du jeu, ils se disent, allez hop, on se lance. Et ils découvrent en fait quelque chose de stupéfiant, c'est que ce jeu est un jeu réel. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme un jeu de loi, si vous voulez, vous allez tomber dans la case passer par la mare aux crocodiles, et là, vous avez 50 crocodiles qui apparaissent dans la chambre à coucher et auxquels il faut survivre. Et donc, c'est un jeu un petit peu sportif pour un jeu de plateau. Et à ce Ça moment-là, change des jeux virtuels. ça change des jeux virtuels. Donc en fait, c'est presque un jeu virtuel au sens où c'est ce qui est décrit dans le jeu qui leur arrive en vrai. Donc c'est stupéfiant. En plus, c'est articulé autour de la jungle, etc. Donc vous avez des zèbres, des rhinocéros, enfin tout ça est assez savoureux. Et vous avez bien entendu le fils de la famille qui habitait là 40 ans auparavant, qui avait disparu. Et en fait, il avait été pris dans le jeu sans jamais réussi à finir le jeu. Et donc il réapparaît. Et il va être libéré. Et ça, c'était... Et c'était desservi par justement, Robin Williams. c'était Robin Williams. Donc
ça, c'était la fin très bon. du numéro 1 et Wow. tous ces enfants se prenaient au jeu avec des images spectaculaires et cette maison qui finissait ravagée entre les antilopes, les crocodiles, les éléphants, les rhinocéros. Alors, je Mais m'en c'était dis vraiment un excellent film. Et en fait, l'idée de Jumanji 2, c'est de reprendre quelques années plus tard ces mêmes personnages. Sauf qu'évidemment, on ne peut plus avoir les petits-enfants et l'acteur principal parce qu'ils ont quand même tous beaucoup vieilli depuis 20 ans. Puis Robin Williams est mort. Et puis Robin Williams est mort. Voilà, donc c'était compliqué. Moyennant quoi, il y a une idée qui en soi pourrait être amusante, c'est que donc ces enfants jouaient avec un pion. Hein, et donc on a décidé qu'ils allaient se transformer dans le personnage qui était leur pion. Voilà. Et donc ils se retrouvent perdus dans la jungle, schématiquement, et ils doivent s'en sortir. Le problème, c'est que c'était assez savoureux quand on avait des enfants qui étaient dans leur vraie maison et qui devraient affronter une réalité. C'est-à-dire que vous avez un troupeau de rhinocéros, vous avez un enfant qui joue, et puis alors évidemment, c'est pas affronter le truc de rhinocéros, c'est par exemple protégez-vous et courez bien car la jungle vient à vous. Et là, les enfants s'interrogent et tout à coup, on entend des bruits et on voit 200 rhinocéros qui leur foncent dessus. Bon, là, vous voyez, on est pris. Là, évidemment, on est dans la jungle, donc c'est tous les poncifs du genre, ils doivent affronter les méchants, les animaux, et ceci et cela. Et du coup, tout ce qui faisait un peu le charme du Jumanji numéro 1, pour moi, est Oui, mais évaporé. vous n'avez pas le même profit. âge, cher Alors, Maxime, il est vrai. que quand vous avez regardé le premier. Il est vrai. Et Qu'est-ce du que coup, vous en pensez, on est dans un Louis pur film Hein d'action qui est Bon. plutôt réussi, mais sa dimension un petit peu mignonne, magique, savoureuse a disparu. Donc moi, je vous invite plutôt à voir Jumanji numéro 1, Très bien. et en particulier avec vos enfants ou jeunes Oui, ados, tout à fait. pour qui ça marchera vraiment très bien. Oui. Alors maintenant, chronique, puisque nous sommes, cette émission est préenregistrée, chers amis de TV Liberté, et donc nous vous proposons une rétrospective de l'an passé. Un best-of. Un best-of. Alors, quel est votre choix, Louis? On peut peut-être chacun faire notre choix numéro 3, puis notre choix numéro 2, puis notre choix numéro 1. Si vous voulez. à tour de rôle. Si vous pas. voulez. Choix numéro Alors, 3. le choix numéro 3, je placerai Blade Runner 2, hein, qui est quand même un excellent film de science-fiction, même si de Denis Villeneuve, j'invite tout le monde à essayer de se procurer au plus vite le DVD de Arrival, donc Premier Contact, qui est vraiment extraordinaire et éblouissant. Alors moi, en numéro 3, j'aurais mis Get Out. Va-t'en, hein, qui était donc ce film qui est sorti en milieu d'année de mémoire, donc qui raconte l'histoire de ce jeune Afro-Américain qui va être pris dans une famille qui en gros essaye de le tuer et qui va, Dieu soit loué, réussir à s'en sortir, qui est un film dont le suspense fonctionnait, je dois dire, très bien, avec un excellent jeu d'acteurs, et notamment par cette actrice qui était aussi La Servante. Oui. la servante et qui arrivait à rire en pleurant, qui était tout à fait spectaculaire. Pour moi, c'était un très bon film de suspense. Eh bien, moi, en 3, c'est The Square, cette satire de L'univers de l'art contemporain. de l'univers de l'art contemporain en Suède, que j'ai trouvé extrêmement intelligent et brillant. 2, Alors, 2, allez, La promesse de l'aube, parce que vraiment, il m'a mis une claque. Et même si c'est encore un peu frais, vraiment, et comme il sort en 2017, hein, très bonne idée. moi, Très bonne je mets idée. vraiment La promesse de l'aube, vraiment. Alors, si je l'avais vu, je l'aurais peut-être mis aussi. Moyennant quoi, moi, je Choisissez. choisis plutôt Dunkerque. Donc, le film, évidemment, de guerre, pour une fois. Et vous savez que je ne suis pas très film de guerre en général, donc c'est plutôt un indicateur. Donc, j'ai trouvé que c'était une fresque tout à fait spectaculaire, avec une qualité de photographie extraordinaire. Un bon scénario, avec en plus du suspense, avec la question du rapport des soldats entre leurs différents pays, etc., qui était pas trop manichéen, et pas non plus un film de guerre, je t'attaque, tu m'attaques, on se tire dessus, je te tape dessus et je m'en sors. Dunkerque. Moi, je vais vous inviter à aller voir L'école buissonnière. Parce que c'est un film plein de charme, les photos sont absolument magnifiques, c'est un film plein d'harmonie, c'est un film avec beaucoup de sens, de profondeur. J'ai beaucoup aimé, oui. Et chacun est à sa place. Et puis c'est la peinture d'un monde sur lequel on a dit tellement de bêtises que c'est très agréable de voir tout d'un coup une véritable vision de ce monde des châteaux et de la vie à la campagne. Et le premier, Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Évidemment, Au revoir là-haut. Et Au revoir là-haut. Je pense qu'on est tous On est d'accord. tous les c'est quand même tous les trois. l'un des Donc meilleurs qu'on ait. ce très beau film sur
la vie de 3 amis rescapés, deux hommes soldats et une petite orpheline, rescapés de la Grande Guerre de 14-18. C'est plus qu'un bon film, c'est un film qui est vraiment un ovni, c'est un film qui est à la fois... qui est extrêmement poétique. Qui est en même temps très poétique, presque onirique, et excessivement dur. Et très dur aussi. Très dur, mais qui arrive, avec très ce personnage qui arrive à transcender en quelque sorte sa souffrance. Les deux personnages arrivent à transcender leur Dupontel avec de grands acteurs. Voilà, et faire quelque chose pour moi de très Cocteau. Moi j'ai vu quelque chose de très Cocteau. Et puis je rappellerai pour les soirées en famille tous les films des productions Sage dont nous avons parlé ici. J'ai nommé Little Boy, Dieu n'est pas mort, que j'avais beaucoup aimé, Le Dernier Né qui est Saint-Ignace, qui est une fresque extraordinaire de la vie de Saint-Ignace, à voir en famille. Et puis, ne pas oublier La Rébellion cachée, ce très beau film sur la Vendée de Daniel Rabourdin, là aussi plutôt un documentaire, un docu-film, comme on dit aux États-Unis, à voir en famille. Toutes ces listes seront sur mon blog annebrassier.fr, comme ça vous pourrez y revenir. Merci à tous les deux. Que souhaite-t-on à nos téléspectateurs ? Eh bien, nous leur souhaitons une cuvée meilleure en 2018. Vous savez, dans les agendas, on met toujours les listes des cuvées pour le Bordeaux, le Champagne, parce que si jamais vous oubliez que 85 était une excellente cuvée, comme ça vous vous en souvenez, on devrait faire la même chose pour le cinéma. 2017 n'était pas une très grande année, même s'il y a eu quelques pépites. Je me souviens que vous disiez déjà ça l'année dernière. C'est vrai, mais vous savez, les bonnes cuvées pour le vin, c'est tous les 5 ans. Non, pas tout à fait, mais je suis assez d'accord avec toi. Le 2017 n'a pas été une très grande cuvée, donc souhaitons effectivement qu'il y ait de meilleures productions et bien sûr souhaitons une bonne année à nos téléspectateurs. Dont on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles dans leurs dons. C'est le deuxième. Absolument, absolument. Une très bonne année à tous et à la semaine prochaine. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons la joie de recevoir Monsieur Victor Scherer. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes un grand industriel dans l'économie agroalimentaire. Vous êtes aussi un grand chasseur. Et vous avez une passion qui est la peinture. Alors, vous aviez cette passion depuis toujours ou elle est venue à Montgeron ? Non, elle est venue en fait grâce à cette passion spécifique. Comprenez-moi, j'ai toujours aimé la peinture, toujours. Oui. Mais la passion pour les peintres russes non conformistes ne m'est venue que vers le milieu des années 80-85, où là j'ai rencontré ce personnage étonnant, justement à Montgeron, qui s'appelle Alexandre Glaeser et qui fut mon mentor et mon initiateur en matière de oui, parce que peinture. vous ne collectionniez, vous n'achetiez que peu de peinture auparavant. Non, j'ai acheté, mais ce que j'aime la peinture ancienne, pour tout vous dire. Oui. Donc j'aime la peinture 17e, 18e. Ah oui. Ah oui, j'ai quand même quelques petites trésors, choses, dont un très beau tableau de famille d'ailleurs, de l'école de Van der Weyden, mais qui n'est pas de Rocher de la Pasture, mais qui n'est... c'est de l'école, n'est-ce pas? C'est comme les suiveurs de Bruegel. Et là, vous tombez, voilà. En admiration devant ces peintres non conformistes en URSS, puisque c'était l'époque de l'URSS. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à Montgeron? Vous dites tout commence à Montgeron. Montgeron était un endroit étonnant qui avait ça s'appelle encore, je crois, le Moulin de Senlis à Montgeron, et ça avait été, dans les années 17-20, ça avait été racheté par l'association d'entraide franco-russe, et on me dit qu'on y avait installé un orphelinat pour les cadets du Tsar. Oui. Donc oui, c'est merveilleux. Oui. Et c'est là... il y a beaucoup d'endroits en France qui ont... à Bedon... Oui, mais exactement. Il y a beaucoup d'endroits, il y a bien évidemment des cimetières, mais il y a beaucoup d'endroits où les Russes se sont réfugiés. Parce que je crois que les Français ont un petit peu oublié ce qui se passait en URSS, puisque comme les communistes sont nos grands amis, nous
devons pas dire que certains ont quitté l'URSS. Mais justement, si vous voulez, là, quand j'ai rencontré Glaeser, Alexandre Glaeser, donc, était d'une famille d'ingénieurs pétroliers. Il est géorgien, né à Bakou. Et à un moment, il a abandonné sa profession pour devenir le mentor et, en quelque sorte, le promoteur acharné des non-conformistes. Donc, il a découvert tous ces peintres qui s'appellent actuellement Boulatov, Tselkov, Chemiakin, Nemoukine, etc. Il les a découverts et il est le premier à avoir osé, dans des appartements, dans son appartement, organiser à Moscou les premières expositions. Or, c'était extrêmement dangereux parce que si vous y étiez pris, à l'époque, donc vous alliez au goulag ou encore vous alliez en asile psychiatrique ou enfin vous alliez en tôle, pour être très simple. Bon. C'est l'époque du réalisme soviétique en peinture et tout ce qui s'éloigne de ce réalisme est très mal considéré. Non seulement mal considéré, mais seulement vous n'avez pas le droit ni d'acheter des toiles. C'est pour ça que la plupart des œuvres sont en craft, sont sur du papier, ni d'acheter des toiles, ni d'acheter des pinceaux, ni d'acheter de la couleur. Et pourquoi cette interdiction, en fait? C'est parce que ça faisait bourgeois d'acheter de la peinture? Non, non, mais il faut bien comprendre qu'il est interdit. C'est très simple. En URSS, depuis 1920, grosso modo, même Kandinsky ou Malevich sont interdits. On ne les voit pas. Il est interdit. La première avant-garde est interdite comme celle que j'appelle maintenant la seconde avant-garde. Et pourquoi cette interdiction? Mais parce que, madame, seul le réalisme, ce qu'on appelle le réalisme socialiste à la soviétique est permis. Donc, c'est très simple. Le parti dirige tout, même les arts. Le parti dirige absolument tout, tout. Non seulement le parti dirige tout, mais le parti veut avoir un œil sur tout ce qui se fait, et il n'y a qu'une seule... La doxa est très simple. Réalisme, socialiste, soviétique. Point. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. Donc, d'abord, il y a de très bons peintres. Il faut reconnaître que ces gens savaient peindre, mais... Les Russes sont des grands maîtres, des grands peintres. D'ailleurs, vous donnez un tableau, le tableau de Staline... Avec Voroshilov, sur le mur. C'est magnifique. C'est remarquable, remarquable. Mais, le fleuve derrière est magnifique. Le côté laiteux de l'atmosphère. Oui, mais on ne voit que... Qu'est-ce qu'on voit? On voit Staline avec le meilleur stakhanoviste. Staline avec ceci. C'est d'un ennui. Les sujets sont répétitifs. D'un ennui terrible. Ou alors c'est les grands héros de la Seconde Guerre mondiale. On est dans la propagande. On est dans la mais ça reste de l'excellente... Propaganda Abteilung, comme disait quelqu'un. Ça reste de mais la grande ils savent peinture. peindre. Ils savent Alors, peindre. que se passe-t-il? Comment les Russes, certains peintres russes, se dirigent vers cette peinture qu'il faut quand même bien appeler non conformiste. Non conformiste. Puisque c'est tout de même une peinture, j'ai envie de dire, très moderne, très... Ça dépend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça dépend. Ce qui se passe, c'est... Il y a une exposition française qui... Souvenons-nous, 1956, les chars soviétiques sont à Budapest, 200 000 morts en Hongrie, etc. 1957, Khrouchtchev, très intelligemment, se dit il faut que je fasse oublier ça le plus vite possible. Donc, Khrouchtchev organise à Moscou, pour la première fois, le festival, le congrès mondial de la jeunesse. Beaucoup de communistes arrivent de partout, mais ces gens arrivent, les jeunes, avec des livres et des livres de peinture, entre autres d'ailleurs. Par ailleurs, Khrouchtchev, on ne sait pour quelle raison, voulant se montrer, c'est un peu ce qu'on a appelé le dégel khrouchtchevien, Khrouchtchev, pendant quelque temps, permet que des musées occidentaux envoient leurs toiles. Donc, en juillet 1957, le peuple, la population moscovite et d'un peu partout en Russie, découvre avec une stupéfaction que l'art a évolué. Depuis, ils ne connaissaient même pas, je vous l'ai dit, Malevich ou Kandinsky. Donc, ils découvrent Pollock, ils découvrent tout. Et d'un coup, pendant quelques années, les peintres non conformistes, ceux qui
comme Oscar Rabin, comme Boulatov, comme Alexenkov, etc., essayaient eux-mêmes de trouver, là, se disent, mais nous étions dans le vrai. Et à ce moment-là, vous avez pendant, grosso modo, 5 ans, de juillet 57 jusqu'à 1962, 1er décembre 62, vous avez une sorte d'ouverture, plus ou moins acceptée, peu à peu quand même, Sviatoslav Richter ou Georges Kostakis, etc., des grands collectionneurs ou des grands pianistes, permettent qu'on ait des expositions. Peu à peu, d'ailleurs, tous les diplomates occidentaux se disent, mais... repartent avec des œuvres. Repartent, et tout s'en va, évidemment, parce que c'est encore très mal vu là-bas. Et puis alors, en 62, Khrouchtchev est invité à une exposition qui est célèbre, l'exposition au Manège. Et là, Khrouchtchev, énormément de non-conformistes sont présents. Oui. Des tableaux qui, il faut bien le dire, le choc. Mais non seulement le choc, mais il fait 3 fois le tour de la salle. Puis il revient et il entre dans une colère monstre. Et nous avons toutes les photos, heureusement, les photos, et nous avons l'enregistrement. Alors Khrouchtchev se fâche et dit, mais quelles sont ces atrocités? Le mot est... Alors il dit, êtes-vous des hommes ou des pédérastes? Texto, tout est comme ça. Même mon petit-fils sait mieux peindre que vous. Je l'ai appris par cœur, c'est tellement extraordinaire. Atrocité, il faut arrêter tout ça. En tant que chef du Conseil des ministres, je vous ordonne d'arrêter tout ça. Fini, plus rien à la radio, plus rien à la télévision, etc. Et à ce moment-là, le KGB s'est mis en branle. Les ordres du Kremlin ont été suivis. À ce moment-là, c'est très simple. Si vous vous écartez du réalisme socialiste soviétique, c'est le goulag. Svechnikov a fait 8 ans de goulag. C'est l'asile psychiatrique. Chemiakin a été bouclé pendant 1 semaine en asile psychiatrique. Ou alors, on vous met en tôle, comme ça, pendant quelques temps, de manière à ce que vous puissiez un peu vous détacher des recherches du modernisme, comme ils disent. Voilà l'histoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 30 ans, de 1957 réellement, jusqu'à 1990, la chute du mur, pendant plus de 30 ans, un grand peuple, aussi doué pour la peinture que l'URSS, un grand empire, n'a plus rien. L'étoile, par exemple, ils ont envoyé des bulldozers lors de la fameuse exposition. Ils décident de faire une réunion en public. Sur un ils terrain préviennent vague. les autorités sur un terrain vague. On envoie les bulldozers. Et les peintres disent, et veulent montrer leurs tableaux comme ça. Parce qu'il n'y a pas de dispositif pour poser les tableaux. Et on envoie les bulldozers. On dit que c'est un terrain qui a été réservé pour planter des arbres. C'est un soubotnik, c'est-à-dire le soubotnik, ça veut dire un samedi qu'on a consacré au bien commun pour planter des arbres. Et les bulldozers... Ça vous rappelle pas quelques petites choses d'aujourd'hui, ça? Ça va bientôt venir, les journées où on va planter des arbres en France. Oui. Je ne voudrais pas faire de rapprochement. Non, méfions-nous. Donc, voilà, pendant 30 ans, il y a un blanc total, puisque les œuvres ont été soit détruites, elles sont parties, etc. Et c'est là où moi, j'ai senti ce que j'ai appelé une sorte de prémonition de rareté. Et vous allez en Russie, en URSS à l'époque, fréquemment pour vos affaires, et vous allez être mis en contact. J'achète. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai acheté à Moscou, même à Saint-Pétersbourg, enfin à Leningrad à l'époque, et à Paris, parce que beaucoup de peintres ont été... Gleiser, par exemple, on lui a mis le marché en main. Où tu t'en vas? Il était devenu célèbre. Alors, où tu t'en vas? Et on lui a permis de partir avec environ minimum 500 œuvres. Donc, il est arrivé à Montgeron et c'est là où il a commencé à montrer, il a créé le premier musée d'art contemporain non officiel à Montgeron. Et ensuite, il en a créé un aux États-Unis. Et donc, on peut dire qu'à partir de 1975, peu à peu, en Occident, on découvre ce qu'est le mouvement non conformiste. Alors, toute cette collection
pas toutes, parce que je pense que toutes vos œuvres sont dans ce beau livre qui est publié chez Terramar. Oui, c'est un très beau livre. Un très beau livre. Je remercie l'éditeur qui a été remarquable. Et qui est notre ami Grégoire Boucher. Voilà. Et en plus, il y a la version russe. Et il y a la version russe, donc vous absolument. avez les deux versions. Absolument. Alors, il y a dans ce livre des tableaux que j'aime beaucoup. Il y a ce pont Alexandre III avec les drapeaux russes et français. Puis le pont Alexandre III, c'est quelque chose de magique. C'est le sujet c'est comme c'était dans ses premières pages que commence le livre de Makin, Andrei Makin, Le Testament français. Ah oui. Et à chaque fois que je passe sur le pont Alexandre III, je pense à la Russie. Il faut penser à la Russie. Il y a aussi des œuvres plus difficiles pour un esprit. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez... Quel est votre rapport avec ces toiles dont on ne saisit pas toujours le sens et qui... Expliquez-nous. Instruisez-nous. Il faut bien comprendre que il y a un mouvement. Le mouvement des non-conformistes n'a qu'une seule pensée. Il n'y a de commun entre eux que deux choses. La volonté de créer librement, en dehors du réalisme socialiste, et la volonté de pouvoir exposer. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont exposé dans leurs appartements, un peu partout, dans les caves, En dehors de ça, il n'y a pas d'école. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des... Alors, dire qu'il n'y a pas d'école du tout, non. Il y a par exemple une école qui est l'école métaphysique de Saint-Pétersbourg, créée par Chemiakin et Vassiliev, qui est une école qui s'inspire de l'icône. Donc on voit très bien, très très bien l'inspiration de la sainte icône, c'est magnifique, magnifique. Mais à côté de ça, vous avez d'autres peintures qui sont totalement modernistes, qui sont cubistes. Vous avez des choses... J'ai par exemple plusieurs tableaux où l'on voit l'influence de Dali. Donc tout ça va dans tous les sens. Il n'y a rien, il n'y a pas... il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Évidemment qu'on peut dire quand même que l'école métaphysique Saint-Pétersbourg, il y a quand même une école suprématiste. On le voit bien, Boulatov par exemple. On voit quand même l'influence du suprématisme. Il y a une école... Qu'est-ce que c'est avec le suprématisme? Le suprématisme, c'est lorsque vous avez ces grandes... En un mot, la grande bande rouge sur les tableaux qui montre bien l'influence puissante. Boulatov est un pur suprématiste, par exemple, même s'il peut être figuratif aussi. Donc, on ne peut pas dire... Alors, Lianosovo, il y a un petit groupe. Nesviesny, par exemple, que vous voyez là, Nesviesny... C'est très clair, c'est un mélange de figuratif avec un soupçon d'abstraction, mais le tableau dit, c'est le KGB qui met sa main, la main du KGB est entièrement dans la bouche du peuple soviétique. Oui, là c'est un tableau très très fort. Très fort. Pour ça, on allait vraiment au goulag, là c'était le goulag. Et donc, ça va dans tous les sens. On a besoin de vous pour comprendre certaines toiles. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a même des toiles sur lesquelles il n'y a rien à comprendre du tout, si vous voulez. Mais les écoles sont tellement différentes. Par exemple, Faïf est un architecte conceptualiste qui fait des sortes d'exhibition. Vous voyez, c'est très étonnant. Des installations, Installations, pardon. Chemiakin, par exemple... Lui, on sent chez Chemiakin l'influence de l'icône, du portrait. Je veux dire clairement, il y a des choses que j'aime et il y en a d'autres, y compris dans ce livre, que je n'aime pas, avec lesquelles, disons... Vous avez moins de contact. Je n'ai pas d'empathie, pour être clair. Très bien. Donc, mais là, il est évident que les deux petits Boulatov, là, sont merveilleux. Donc, vous sentez très bien ils vont dans tous les sens, il y a du meilleur et il y a du moins bon. Voilà. Mais Nemoukine, par exemple, j'aime, le valet de carreau. Le valet de carreau est vraiment, vraiment, pour moi, Nemoukine, c'est puissant. On voit une sorte d'uniforme. Mais c'est un uniforme. C'est un uniforme, oui. Donc, mais c'est un uniforme qui porte les couleurs de la Sainte Russie. Donc, c'était étonnant.
à nouveau, c'est un mouvement qui n'est unique que par la liberté de créer et par le risque qu'ils prennent. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 90, chute du mur, effondrement de l'URSS, il n'y a plus, pour moi, le mouvement non conformiste est terminé, puisqu'en quelque sorte, le non officiel est en train de se dissoudre dans l'officiel. C'est d'ailleurs Komar Emilamil avec le fameux Sotsar. Oui, qui a été exposé à Paris dans oui, cette... Oui, il y a eu une collection. L'affiche rouge, je crois. Oui, il y a eu plusieurs expositions. Je l'avais vue et j'avais été sidérée. Mais c'est très inégal à nouveau et c'est tellement... C'est-à-dire que ça devient de la provocation pour la provocation, voilà, puisqu'il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger. La provocation, quand il y a danger, a un sens. Quand il n'y a plus de danger... Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, Et je vois actuellement, on ne peut pas... Les peintres, Niemoukine, qui est décédé l'année passée, a continué à peindre jusqu'au bout, à sa manière. Rabin, qui est à Paris, Tselkov, continuent leur recherche, mais... dans leur voix, on les reconnaît du premier coup d'œil. Vous pouvez dire du premier coup d'œil, ça c'est un Nemoukine, ça c'est un Boulatov, etc. Mais ils continuent dans leur voix. Ce sont des individualistes purs. Et c'est ça, en quelque sorte, la beauté de ce mouvement. La seule chose qui les unit, c'est le pied de nez gigantesque. C'est beaucoup plus grave qu'un pied de nez, puisque... et la force de la personnalité. Voilà. Ces peintres, que vous mettez très bien en valeur, parce que le texte est très très intéressant et on a beaucoup d'émotions à lire. C'est ce qu'on m'a dit. La vie de ces peintres. Les gens qui étaient à l'exposition, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de monde, et je remercie d'ailleurs, je tiens à le dire ici, que Monseigneur Nestor, qui est quand même le responsable du patriarcat de Moscou pour tous les pays d'Europe occidentale, que Monseigneur Nestor m'ait proposé 3 étages formidables, 3 étages didactiques et très durs contre l'ancienne Union soviétique, et qu'il l'ait fait quasi jour pour jour, un siècle après la révolution bolchevique, c'est quand même un pied de nez gigantesque. C'est ce qu'on appelle les miracles de, oui, c'est un peu ça, de cette après-époque soviétique. Et il faut aller voir cette... Mais l'exposition était là. L'exposition est terminée, mais il faut acheter ce livre, ceux qui aiment la peinture, Les peintres russes non conformistes, rédigé par Victor Scherer et aux éditions Terra Mare. Mais il faut aller voir l'église orthodoxe, cette nouvelle église orthodoxe qui est bien belle. Qui est belle, oui, qui est belle. Qui est elle aussi un miracle, parce que construire une église dans Paris, ça devient... Oui, et puis Poutine y est passé, hein. Vladimir Poutine, il n'a pas pu l'inaugurer au moment même, mais ça s'est très bien passé. Et si vous voulez, je crois qu'il faut... Nous sommes profondément unis à nos frères orthodoxes, profondément. Et j'avoue que l'orthodoxie m'a, je vous l'ai dit, je suis allé au Mont Athos, etc. L'orthodoxie m'a toujours touché, car la beauté du rite, de la liturgie selon Saint Jean Chrysostome est superbe. Donc, profitons-en, à visiter la cathédrale, et vous verrez à quel point, que ce soit Monseigneur Nestor ou le Père Georges, sont extrêmement accueillants. Puisqu'il y a quelque chose de merveilleux aussi chez les orthodoxes, c'est cette continuité. Oui, oui. C'est nous qui avons rompu. Il ne faut pas oublier, c'est nous. Nous sommes là de ce qui n'est pas éternel. C'est une phrase de Bainville. Chez les orthodoxes, le problème ne se pose pas. Tout est éternel. Oui, il ne se pose absolument pas dans la mesure où la continuité est parfaite. Après tout, objectivement, c'est nous qui avons ajouté le filioque. Puis bon, ils sont un petit peu guéris guéris un petit peu de la Révolution là, maintenant. Je pense que pour un certain nombre d'années, on ne pourra plus leur proposer la Révolution. Merci beaucoup, Monsieur Victor Scherer, d'être venu faire partager cette passion pour les peintres russes non conformistes. C'est moi qui vous remercie. Et nous présenter ces peintures que je comprends mieux maintenant, grâce à vous. Merci. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission.
Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique Éloge du patrimoine, nous sommes allés, Françoise Monestier, bonjour, et bonjour, moi-même, Anne. Nous sommes allés à l'Institut du monde arabe pour voir cette belle exposition qui s'appelle Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire. Oui, effectivement, c'est une très belle exposition. Je n'ai pas regretté d'y être allée et surtout, grâce aux prêts qui ont été accordés à l'Institut du monde arabe, on peut voir des merveilles. Je pense notamment à ces merveilleuses icônes qui ont été prêtées par le musée Benaki d'Athènes. Je pense également aux fresques somptueuses qui ont été prêtées par Rial. C'est une magnifique exposition, mais en même temps, c'est une exposition très ambiguë. On est très gêné. On est très gêné. Et on est gêné pourquoi? Parce que je pense que les organisateurs, l'ont-ils fait exprès ou l'ont-ils fait innocemment, les organisateurs ont passé sous silence tout ce qui concerne le martyre des chrétiens d'Orient. Et quand on se promène dans l'exposition, on voit simplement un éloge de la dimitude. Et je trouve cela choquant. Là où j'ai été très choquée, c'est les petits descriptifs. Tout allait très très bien jusqu'à ce que les croisés arrivent. Oui. Les croisés ont vraiment perturbé une situation sereine et calme. Si les croisés ont tout quitté, c'est qu'il y avait un problème. Il y avait un problème, donc, oui. On est quand même effaré de cette petite phrase, point barre. Mais on est effaré du parti pris de cette exposition, d'autant que si je sais lire, j'ai vu que l'œuvre d'Orient avait été associée à l'organisation de cette exposition, et plus particulièrement M. André-Gollnisch, et je suis très choquée de voir qu'on ait pu laisser passer, par exemple, j'ai en main le guide du visiteur des chrétiens de l'exposition des chrétiens d'Orient. Et je suis effarée de lire l'introduction. Je vais vous en donner quelques passages. À l'heure où l'émigration, l'exil et un avenir incertain sont le lot des chrétiens du monde arabe, nous proposons ici une découverte de leur culture travers d'un voyage. Il manque le mot massacre. Il manque le mot massacre, mais surtout, il manque le mot islam. Il manque le mot islam. Et je poursuis. Aujourd'hui, en dépit de toutes les vicissitudes de l'histoire moderne et contemporaine, on appelle cela des vicissitudes, mais on parle de massacre, on parle d'exécution. Mais c'est un peu comme pour les comment est-ce qu'on disait, les incivilités. Oui, enfin, j'ai été choquée. Et choquée également par le petit mot d'introduction du président de l'Institut du monde arabe, M. Jack Lang, qui écrit « En ces temps de feu et de sang, il faut rappeler que le vieux peuple des Arabes chrétiens fut l'un des acteurs de la modernité de cet oublieux berceau au sein duquel il peine aujourd'hui à conserver sa place. » Mais c'est de la langue de bois. Enfin, je trouve ça absolument scandaleux. C'est de la langue de bois pur jus, vous avez tout à fait raison. Il ne reste pas moins que cette exposition est l'affirmation de l'art chrétien dans ces pays qui étaient chrétiens jusqu'au 7e siècle. Puisque tout le pourtour de la Méditerranée a été chrétien. Donc ça, c'est déjà un premier rappel. Par ailleurs, c'est dit à plusieurs moments que les chrétiens ont bien évidemment beaucoup participé à la construction, aux travaux artistiques, au gouvernement. Mais oui, alors justement, parlons de cette fameuse dimitude qui est. Mais avant de passer à la dimitude, il est quand même dit que ces pays ne seraient pas les mêmes si les chrétiens n'étaient pas là. Si les chrétiens n'avaient pas été là, et surtout, rappelons, alors très bonne piqûre de rappel pour nous, il faut quand même se rappeler, il faut quand même savoir que le christianisme n'est pas né
en Occident, mais le christianisme, c'est le berceau. Enfin, cette région du Moyen-Orient est le berceau de la chrétienté. Et comme le monachisme a vu sa naissance en Égypte, monachisme d'ailleurs dont on trouve des descriptions remarquables. Je pense au merveilleux livre qu'en avait fait Jacques Lacarrière quand il était encore de ce monde, et où il avait évidemment rappelé tout ce que nous devons, enfin tout ce que l'Occident doit au monachisme oriental, qui a vu sa naissance en Égypte. Et le monde copte, qui sont en quelque sorte les premiers chrétiens, puisque le christianisme naît en Égypte au moment du voyage de la Sainte Vierge, de Saint Joseph et de l'enfant Jésus. C'est l'exil. Copte, enfin égyptien et copte, c'est la même chose. Ayant la même chose, absolument. Mais on dit copte, comme ça crée une distance. Mais en réalité, ce sont les Égyptiens chrétiens. En réalité, ce sont les Égyptiens chrétiens. Et c'est une vérité qui est, c'est vrai, complètement occultée, parce qu'il doit être dit que ces pays sont tous musulmans depuis toujours. Oui. Alors, oui, s'agissant de la dimitude, j'ai aussi été scandalisée de voir qu'il n'est pas rappelé le verset 29 de la sourate 9 du Coran, qui, verset que nous devrions tous avoir en tête. Combattez ceux qui ne croient pas jusqu'à ce qu'ils payent directement le tribut après s'être humiliés. C'est un verset très important et c'est le fondement de toute la soumission que l'islam impose depuis sa naissance, depuis donc 622, au monde oriental d'abord et ensuite au monde occidental, aux Balkans, enfin à tous monde entier. Au monde entier, à tous les gens et aussi au monde asiatique, à tous les gens qu'ils ont mis sous leur coupe. Et j'ai été choquée de voir que ce verset n'était pas rappelé dans l'exposition. Vous rêviez, Françoise, vous rêviez. C'est quand même l'Institut du monde arabe. Oui, c'est quand même l'Institut du monde arabe. C'est quand même l'Institut du monde arabe. Et on se rend compte comme l'exercice était difficile, il faut bien le dire. C'était peut-être un exercice d'équilibriste, mais c'est un exercice auquel auraient dû se livrer, sinon les commissaires de l'exposition, du moins les gens qui ont patronné cette exposition. Et il est sûr que pour l'Institut du monde arabe, c'est une merveilleuse publicité d'avoir organisé cette exposition qui est quand même aussi, qui est remarquable. Mais en même temps, il y a un sentiment de malaise pour tous les gens qui connaissent la naissance du christianisme dans cette partie du monde et qui surtout maintenant ont à l'esprit que tous les jours il y a un chrétien massacré dans ces régions. Tous les jours il y a des chrétiens massacrés et les chrétiens d'Orient sont de moins en moins nombreux à habiter cette région. Et que tout est fait pour qu'ils partent. Tout est fait pour qu'ils partent, effectivement. Et que cette terre chrétienne devienne entièrement musulmane. Ça, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Mais d'ailleurs, au Louvre, il y a eu une salle qui a été inaugurée, qui était les arts de l'islam. Les arts de l'islam. Or, quelle n'a pas été ma surprise, c'est de voir des tas d'objets chrétiens. Oui, là aussi, autre ambiguïté effectivement que j'avais découverte quand cette salle consacrée aux arts de l'islam a été inaugurée en grande pompe il y a de cela quelques années, et où l'on voyait évidemment toujours la confusion. Mais alors, ce qu'il y a de bien dans cette exposition, c'est quand même de rappeler aussi ce qu'a pu faire le monde ottoman dans cette partie du monde, quand cette partie du monde a été sous la férule ottomane. Vous voulez parler des Arméniens ? Oui, tout à fait. Je voudrais parler des Arméniens et aussi... il y a un mot fantastique dans la croix. La croix a fait un supplément et ils ont cette expression... les Turcs qui ont déplacé certaines populations, ce que certains appellent un génocide. J'ai bien aimé ce que certains, un tout petit nombre de gens... Le génocide de 1915 est avéré. Bien sûr. Génocide de 1915 qui ne s'est pas contenté de viser les Arméniens, mais aussi les populations grecques qui ont été décimées, ce jusqu'en 1957.
Et puis quelques photos sur le monde des chrétiens d'aujourd'hui. Oui, alors les photos sur le monde chrétien d'aujourd'hui, ce sont un peu enfin, des années anciennes déjà. Des années anciennes, oui, des années 50. Enfin, début aussi début 20e siècle, début du juste siècle. au moment de. Mais alors, ce qui est quand même choquant, c'est que ce sont des photos, j'appellerais. Enfin, bisounours entre guillemets, parce que ces photos montrent un petit monde idéal où tout le monde s'entendait bien. On se marie, quand on va à Erevan, on voit pas les mêmes choses. On ne voit pas les mêmes photos. Alors, ce sont des photos qui, à mon avis, ont été volontairement choisies pour atténuer la réalité des choses. Absolument. Mais il demeure pas moins qu'il faut y aller. Il faut y aller pour, ne serait-ce que pour témoigner un soutien à ces chrétiens d'Orient. Oui, il faut y aller. Il faut y aller pour voir en particulier cette magnifique icône dédiée à l'hymne akatiste qui est l'hymne des chrétiens, l'hymne orthodoxe. Qui est une pure merveille. Pure merveille. Cette icône est une pure merveille. Et puis il y a aussi quantité d'autres choses qu'il faut voir. C'est une merveille, cette exposition est une merveille, mais en même temps, il ne faut pas oublier, en même temps, comme dirait M. Macron, il ne faut pas oublier toute la perversité du monde musulman et du monde islamique à l'égard de ces minorités. Absolument. Merci beaucoup, Françoise Monestier. Merci, Anne. Amie de TV Liberté, à très vite.